L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour la suite de notre voyage. Dans le premier épisode, vous avez découvert Aurélien Lehmann, un artiste attachant, singulier et profondément vivant. Un ado passionné de rugby devenu claquettiste autodidacte. Passionné de Fred Astaire, il improvise son tout premier solo sur scène. On a ri, on a dansé et on a commencé à comprendre que chez lui, chaque son avait une résonance. Mais dans la vie et dans la danse, le chemin est rarement droit. Il y a des détours, des moments de doute et des passages à vide. On parlera donc d'exigence, de solitude, de pignatreté et de répétition en boucle. Sur un balcon, sous la pluie, dans le froid. Et si ce podcast vous plaît, pensez à laisser 5 étoiles, un commentaire ou à le partager. C'est ce qui m'aide à continuer à faire vivre l'essence de la danse. Je vous souhaite une très belle écoute. Donc tu rentres de ton échange en Croatie, tu as fini Sciences Po, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Je savais pas du tout quoi faire encore. J'étais aussi paumé qu'en démarrant les études. J'avais eu l'intention peut-être de rentrer à la FFR, la Fédération française de rugby, mais ça s'était pas fait. Bon. Je me suis retrouvé dans une agence artistique. Je me suis fait virer au bout de... je donnerai pas le nom. Je me suis fait virer au bout de 2 mois. Et puis... Qu'est-ce que tu avais fait encore là-bas ? C'est pas la peine. Ok. C'est les vieux dossiers. C'est les vieux dossiers. Je me suis fait virer. Okay. Et puis après, je me suis retrouvé dans la production de Laurent Ruquier, chez Rux Spectacle. Mais là, tu faisais quand même plus de l'humour. T'étais pas du tout là sur le... Alors, oui, c'est vrai. En fait, oui, j'ai oublié. C'est quand même un chapitre important. Comme j'étais esprit un peu caustique et rebelle, j'ai commencé à faire des chansons d'humour. Et notamment une. Quand j'étais à Sciences Po, c'est avant que je termine les études, au moment de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. Donc j'ai écrit une chanson parodique et je l'ai balancée sur Internet et il se trouve qu'elle a fait des millions de vues. Enfin, ça a fait un buzz à l'époque. 1 million de vues, c'était un tube. Et donc je me suis fait connaître. C'est-à-dire que j'ai été cité dans les journaux, des interviews, etc. parce que j'étais l'auteur de la chanson humoristique du moment sur Dominique Strauss-Kahn. Tu t'en souviens ? Dominique, Nick, traverse tous les continents. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. Aurélien. J'avais écrit ça, j'étais un petit peu bourré. Hein. C'était la nuit, voilà. Ouais. Parce qu'il s'était fait arrêter à 1h du mat, donc je m'étais couché à 5h du mat. Je l'avais posté sur YouTube. Je m'étais inscrit sur YouTube la nuit même. Et le lendemain, en me réveillant, j'ai entendu ma voix à la radio, sur France Inter. Parce que la chanson était déjà en train de faire le buzz. Et sur France Inter, la radio que j'écoutais, il dit, il y a des petits marrants qui se sont même amusés à parodier la chanson de Sursourire. Et là, j'entends ma voix à la radio. Ça s'est fait comme ça. Et j'ai commencé à me faire connaître en tant que chansonnier sous mon nom croate. Parce que c'était l'époque où je rentrais des Balkans. Donc, je me faisais appeler Zlatko. Et comme ça marchait, je gagnais de l'argent avec ça parce que j'avais un public qui était un petit peu à part sur YouTube. Donc, c'était vente aux enchères de publicité et tout. Moi, j'étais dans la bonne case. Donc, mes chansons me rapportaient. Et donc, j'ai commencé à publier des chansons sur la politique, sur les élections, sur François Hollande, sur des chansons qui faisaient à chaque fois 100 000, 200 000 vues. Il y en a beaucoup, j'ai enlevé de YouTube. Donc, si vous cherchez, il reste Dominique Nick, mais il y en a pas beaucoup. Celles de l'époque, j'ai dû les enlever malheureusement parce que c'était vrai que c'était un petit peu en décalage avec mon activité aujourd'hui. Dans le ton et dans... c'est pas très compatible. Et je pensais qu'on pouvait tout faire et de toute manière, les claquettes, c'est sur n'importe quelle chanson, n'est-ce pas ? Ouais, mais faut que j'essaye. Faudrait que j'essaye de renouer toutes les pièces du puzzle. Voilà. Un jour, tu fais sur cette chanson-là. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Tu peux faire des claquettes sur cette musique qui t'a rendu au départ célèbre. Je me souviens d'avoir reçu des messages d'Éric Zemmour à l'époque, qui avait pas la réputation qu'il a aujourd'hui, qui était
journaliste, chroniqueur chez Ruquier, de Claire Chazal qui m'avait écrit bravo sur Twitter, parce que c'était les débuts de Twitter. Sur une chanson comme Dominique Nick. Ouais, je me souviens d'avoir un message de Claire Chazal, je sais pas. J'étais vraiment devenu d'un coup un nom dans l'humour, quoi, parce que j'avais fait un buzz. Voilà, ce qu'on appelle un buzz. Je me souviens aussi du lendemain de la chanson, à mon retour à Sciences Po, le regard des gens avait changé, le regard des filles et tout. C'est lui qui a fait la chanson. L'admiration. Voilà, c'était un moment de gloire sympathique. Le deuxième. Deuxième moment de gloire, ouais. Voilà. Parce que le premier, c'était quand même sur scène. Hein, ouais. Donc, d'accord. Avec Ruquier, comment ça se passe? C'était une très bonne époque. Super équipe, très sympa. Il me proposait de faire son émission On ne demande qu'à en rire. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai raté un coche parce que je sais pas pourquoi je l'ai pas faite, mais j'ai quand même été engagé. C'est mon premier salaire en tant que humoriste chansonnier au Caveau de la République. C'était le temple des chansonniers à l'époque, qui n'existe plus malheureusement, mais c'est là où avait démarré Pierre Dac, Francis Blanche. Et moi, j'avais 21 ans à l'époque, ou parmi les plus jeunes des chansonniers de ce caveau légendaire. On a des noms comme Pierre Dac que j'admirais. Bah, c'était une émotion extraordinaire pour moi d'être sur cette scène, dans les coulisses, de fréquenter les humoristes. Certains sont devenus connus aujourd'hui, mais je les ai croisés à cette époque comme Vizorek. Je me souviens que j'étais dans les backstage avec lui, il se lançait à l'époque à Paris. Et donc, je vivais ma vie d'humoriste. J'ai failli à l'époque faire un spectacle. J'avais écrit tout un spectacle sur un mollah, parce que c'était l'époque des attentats, etc. Et donc, j'avais imaginé un mollah complètement déjanté, qui prêche, mais de façon complètement provocatrice et humoristique. Je l'ai, je l'ai enregistré à l'époque sur un fond vert chez moi. Et je pense que c'est ce que j'ai fait de plus drôle. Mais malheureusement, c'était un peu dangereux, quoi. C'était après Charlie Hebdo, etc. Voilà, j'aimais bien m'attaquer à des sujets de société. Il y avait aussi, je me souviens de Dieudonné. J'avais fait une chanson sur Dieudonné qui avait beaucoup marché à l'époque parce que c'était sa période un peu antisémite. Et j'ai été rentré dedans, mais comme il fallait, avec beaucoup d'humour. Et la chanson avait bien marché, mais je m'étais pris une avalanche de... Bah, c'est quand on s'expose, mais on y prend une forme aussi de plaisir. C'est une sorte de reconnaissance aussi, quand on sait que c'est incisif. J'ai commencé à faire des clips qui étaient pas politiques, mais toujours dans la provocation sur la RATP, par exemple. J'en pouvais plus de me faire contrôler et prendre des amendes parce que j'avais pas de quoi les payer, parce que j'avais pas un rond à l'époque. Donc j'avais fait une chanson sur la RATP qui existe toujours, qui est assez marrante aussi, et qui avait fait un buzz aussi. J'avais fait une chanson qui s'appelle Métro Boulot Dodo, qui a fait 150 000 vues, qui était un très bon score à l'époque, qui est enseignée encore aujourd'hui à l'heure actuelle dans tous les lycées d'Allemagne, parce que les deux principaux éditeurs de manuels scolaires allemands m'ont acheté les droits de cette chanson que j'ai composée et écrite, où je raconte ma vie. Ça s'appelle Métro Boulot Dodo. J'avais fait tourner un clip pour l'occasion. Et ils ont vu un matériel pédagogique pour apprendre le français tous les jours, l'argot de façon humoristique. Et donc, en ce moment même, il y a certainement une classe en Allemagne, parce que je reçois des commentaires tous les jours d'Allemagne. Tous les jours, il y a une classe, au moins une classe en Allemagne, qui bûche sur ma chanson. Métro Boulot Dodo. Et ça, c'est être fier. Bah ça, c'est une fierté. C'est une consécration. C'est excellent. Surtout que ma sœur, elle est prof de français en Allemagne. Et donc, ça fait partie de son programme, quoi. Et ce qui est génial, c'est que dans le manuel de français, je pense que ça vaut toutes les récompenses. C'est sur le monde du travail, pour étudier le vocabulaire sur le monde du travail en français. Il y a une page avec 3 textes. Il y a un poème de Baudelaire, un texte de Victor Hugo et un texte de Jacques Prévert. D'accord. Qui sont sur le thème du travail. Ouais. Et après, il y a ta chanson. Et après, sur une page, la page d'après, il y a Zlatko, artiste français. Parce que c'est toujours avec ton pseudo, quoi. Oui, c'était avec mon pseudo. Et là, il y a tout le texte avec une analyse de texte aussi. C'est-à-dire qu'il y a les traductions, les mots en italique et les traductions qui vont avec. Et donc, les 3 petits à côté, là, les petits joueurs, là, Baudelaire et tout ça. Ouais. Ils ont le droit à un petit carré. Joueurs. Ouais. Et moi, j'ai la page entière avec ma photo. En termes de reconnaissance, c'est numéro 1. Il y a pas même mieux. Un Oscar, c'est pas mieux que ça. C'est clair. Surtout que c'est une chanson que j'ai écrite, je me souviens très bien,
dans le RER parce que ma vie me plaisait pas. J'avais pas un rond. Je devais me lever pour aller travailler. Donc c'était même si c'était chez Ruquier, hein, mais ce rythme-là de travail, c'est ce côté routinier de devoir prendre le métro, devoir être à un bureau, alors que j'étais quand même dans des bonnes conditions, hein, milieu artistique et tout, mais je supportais pas quoi. Et ça, elle m'a rapporté aussi pas mal d'argent parce que ils m'ont acheté comptant. Bah oui, les droits. Les droits, ouais. Donc à l'époque, pas mal. Ouais. Et les claquettes dans tout ça? Complètement éclipsé de ma vie. À l'époque, je faisais tout pour pouvoir rentrer chez moi à Lille, pour pouvoir jouer mes matchs, mes entraînements, parce que c'était le rugby, c'était ce qui me faisait survivre en quelque sorte, hein, parce que je trouvais pas ma place. Bah, il y avait l'humour, mais bon, c'était un brouillard autour de moi, parce que c'est vrai qu'en sortant de Sciences Po, faire des chansons, etc., enfin, tout était décalé, donc je savais pas du tout où j'en étais. Ok, c'était sympa, j'ai fréquenté Gaspard Proust, c'était sympa, mais je voyais pas trop où ça menait. Enfin voilà, c'était le brouillard total. Et c'est un soir de juin 2012 où je vais voir, parce que j'avais appris qu'il était de passage, je vais voir Savion Glover, le plus grand tap dancer de l'histoire. De l'histoire, tu dirais? Ouais. Plus grand tap dancer de l'histoire parce que il a à la fois récupéré toute la tradition et en même temps, il a complètement révolutionné l'art des claquettes et il a contribué à démystifier le côté comédie musicale, ce côté un petit peu Fred Astaire, vieux jeu à l'époque parce que évidemment le temps passe, mais il a vraiment ouvert un champ de possibles infini par rapport aux claquettes. C'est le premier à vraiment avoir exploré les sons urbains dans le sillage de Gregory Hines, qui est un autre très grand danseur très connu de claquettes. Mais voilà, techniquement, c'est vrai que moi, ça a été toujours ma plus grande inspiration. Je l'ai jamais rencontré, mais je fréquente que des tap dancers qui sont de son entourage. Et c'est un petit peu un sorte de grand maître qui est très difficile à approcher, mais par procuration, on va dire que je suis dans son sillage. Donc je vais voir son spectacle. 2012, juin. Et c'était au Théâtre de la Ville. Et là, en le voyant danser sur scène, il était solo avec peut-être 2 guitares. J'ai eu une vraie révélation. Enfin, j'ai eu le retour de la flamme. Le retour de la flamme de ce feu intérieur qui m'animait quand je faisais mes premiers exercices. Et ce concert m'a complètement transformé, en fait, m'a complètement chamboulé. Et c'est justement en rentrant de ce concert-là que j'ai repensé à mes claquettes, ces fameuses claquettes de mon adolescence. Qui pesaient des tonnes. Et elles se trouvaient au fond d'un placard, un débarras, mais vraiment tout en bas, quoi. Elles étaient complètement avachies. Et je les ai retrouvées par miracle. Je me souviens de cette scène, c'est comme la lampe magique, quoi, d'Aladin. C'est ah ouais, elle était là, en fait. Tu scénarises là ou pas, Aurélien? Non, c'est la vérité. Non. D'accord, ok. Je rentre chez moi. Après le concert, je suis comme Saint Paul sur le chemin de Damas. J'ai une syncope. Ok. J'ai rencontré Dieu. Je suis le nouveau prophète. J'ai une révélation. Une vraie révélation. Mais qui était déjà, il y avait un terrain infertile, hein. Bah, voilà. Évidemment. Et donc, je retrouve ces claquettes. Tout ce que je dis est véridique. Je sais que ça a l'air scénarisé. C'est pour ça que je parlais de Balzac, parce que ça a l'air très romancé et ça ressemble à un roman. Mais je retrouve ces claquettes, au fond, avachies, qui m'attendaient en quelque sorte, qui avaient été gentilles et patientes, qui avaient pris leur mal en patience, voilà, dans ce caisson, là, abandonné. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit à ce moment-là? Eh ben, prends-moi, épouse-moi. C'était Cendrillon. Tu nous avais oubliés, mais nous, on t'a pas oublié. Et on va t'enchaîner, c'est un peu comme Prométhée, en fait. En fait, c'était mes chaînes à moi. Je sais pas si j'aurais dû les prendre à ce moment-là. Mais c'est là que mon destin s'est joué. C'est ça. Pour de vrai, c'est ce moment-là qu'a scellé mon destin. C'est le moment où j'ai repris ces claquettes dans les mains. Et je me souviens très bien, je les ai rechaussées. Magie, moment magique. Et je suis allé sur mon balcon, j'ai mis un tapis sur mon balcon pour essayer de redanser, pour voir ce qui me restait, quoi. Et j'ai dansé jusqu'à
minuit, 1h du matin, tard, jusqu'à ce que les voisins, ils gueulent. Ils disent, mais c'est quoi ce bordel, là? Qu'est-ce que je fais sur mon balcon, là, en train de taper du pied? Et j'étais tellement ailleurs. Et mon petit frère, avec qui je vivais en colocation aussi, je me souviens très bien de réveiller comme ça en caleçon. Il me voit à la fenêtre, sur le balcon, en short de rugby, en train de taper du pied, claquette. Et je me souviens très bien de sa tête complètement désabusée ici. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il devait être habitué avec toi, non? Ouais. Ah, mais là, il a dû se dire, il est pas recyclable, là. Ouais. On peut plus rien faire. Et de ce jour-là, je me souviens que le lendemain, je me suis réveillé à 6h du mat. Et à 6h du mat, je suis retourné sur mon balcon. Je m'en foutais de ce que les voisins pouvaient me dire. Et j'ai commencé à taper. Et de nouveau, mon frère s'est réveillé, il m'a regardé, mais il dit, t'es vraiment, tu fais exprès ou t'es complètement cinglé? Donc il est témoin de tout ça, mon petit frère. Ouais, peut-être que je vais vérifier là. Ah ouais, tu peux. Ouais, j'ai faire une enquête. Hein. Ouais. Voilà, il y a des témoignages. et je me retrouve à danser jusqu'à 10h du mat à essayer de refaire des trucs. Et ça revient ou pas? Bah non, je redémarrais de zéro. Ah ouais, de vraiment Non, mais j'ai toujours été doué. C'est-à-dire que j'avais une vitesse des pieds qui était supérieure à la moyenne. Ça c'est certain. Mais bon, c'est comme savoir faire du piano comme ça, avoir des doigts très agiles. On peut savoir faire ça sans savoir jouer une note de musique en fait. Donc, je reprends quasiment de zéro, mais par contre, j'ai plus qu'une seule idée en tête, une seule obsession. Je me souviens très bien à l'époque de m'être dit ça, c'est que d'ici mes 28-29 ans, parce que j'avais quand même 22-23 ans je crois. Ah, c'est tard. Bah oui. Et donc, je me dis, je serai danseur de claquettes. Je me donne 5 ans, 6 ans, mais je me mets martyr en tête. Et donc, tous les jours, à partir de cette journée-là. De juin, c'est quelle date? Juin, je crois que c'est le 12 juin, un truc comme ça. Et ce qui est marrant, c'est mon anniversaire. Ah bon, c'est vrai? Je suis le 11 juin. C'est le destin qui se croise comme ça. À une journée près. On aurait dû faire un interview le 12 juin. C'est ça. Parfait. Exactement. Ce qui est marrant, c'est que 10 ans plus tard, jour pour jour, j'ai rêvé de cette soirée-là. Je me suis dit, c'est quand même étrange la vie, quoi, parce que c'est 10 ans jour pour jour, donc en fait, c'était resté dans ma mémoire. Enfin, j'avais dû imprimer la date quelque part, alors qu'en fait, c'est dans mon inconscient parce que je suis même pas capable de la citer. Mais il y a des choses comme ça assez troublantes qui peuvent arriver, quoi. Ça, c'est la magie de la vie. C'est la magie. Hein. Et tu vis de quoi à côté? Alors à côté, je vivote. Eh ouais. J'ai pas grand-chose à mettre sous la dent. Je vivais essentiellement de boîtes de raviolis. C'est ça la question. À la bolognaise. Tu sais, pas des trucs à 1 € là. De chez Lidl, hein. C'était vraiment le bas de gamme. Hein. Ouais. Je me souviens que j'hésitais beaucoup avant de m'acheter un croissant au chocolat. C'est pour te dire à quel point j'étais 1,50 €. Ça fait. J'ai pas d'argent. Je voulais surtout pas en demander à mes parents. Et à l'époque, ma source de revenus, donc des fois il y avait des petits miracles comme avec les chansons qui me rapportaient de l'argent, donc qui me faisaient vivre 1 mois, 2 mois, c'était bien. Mais je donnais des cours. J'étais devenu professeur. Je donnais des cours de français en cours particulier, des cours d'économie aussi. Bon, c'est vrai que Sciences Po, super prof, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus grandiose, hein. Mais j'ai fait de la sécurité aussi. Je me suis retrouvé avec des parkas au Grand Palais. Enfin, c'était pas la sécurité, c'était plus accueil, quoi. Grand Palais, talkie-walkie, bonnet sur la tête, à cette époque-là, hein. Dans le froid, là, 7 heures par jour. Mais j'aimais, j'aimais bien. Il y avait du public. Non, c'est pas ça. Ouais, je pense que j'en jouais aussi, mais j'aimais bien déjà le côté solidaire avec les autres employés. Bah, c'était que des gens qui avaient pas de diplôme, mais il y avait un côté, ça me rappelait un peu le rugby. Je me retrouvais bien dans cet élément. Le côté aussi, c'est des gens qui triment, quoi. C'est des gens qui travaillent, je vais faire 1 heure de plus parce que je vais gagner 10 € de plus. Et il y avait malgré tout une solidarité qui s'exprimait dans ce milieu, dans cette condition. Et de voir ça, cette ambiance, ce milieu, ça m'intéressait. Et en fait, c'était pas si déplaisant que ça parce que comme j'étais debout dehors toute la journée, tu tapais. Bah je m'entraînais c'était mes exercices d'endurance, c'est-à-dire que j'essayais de taper le plus longtemps possible jusqu'à
Parce que mon mollet, là, ne puisse plus. Et donc, je m'entraînais. Ça, je le dis, mais hein, sur le ton de la plaisanterie, mais c'est vrai qu'à l'époque, je le vivais très mal. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai croisé mes anciens camarades de Sciences Po. Moi, j'étais là avec mon parka et ils ne s'attendaient pas à me voir là, parce que c'est vrai que même à Sciences Po, j'étais toujours le trublion. Et je faisais tout pour me faire remarquer. Et là, j'étais tombé quand même... J'avais même passé un entretien d'embauche pour faire ce job-là. Donc, j'étais quand même tombé très, très bas et... Ouais, mais bon, ça, c'est la vie. Il y a oui, voilà. Oui, mais j'en retiens des très bons souvenirs. Ouais. Et je l'ai mal vécu, en fait, pas par rapport au job, mais par rapport à l'angoisse d'un jeune homme qui ne sait absolument pas ce qu'il va faire de sa vie, qui a connu une école d'excellence, donc qui a tout en main, qui a grandi dans une famille parfaite, qui a eu une enfance très heureuse, et qui se retrouve comme ça complètement paumé, en fait. Je vivais de mes petits cours particuliers. Alors, j'étais prof à la fac aussi. Mon ancien prof de prépa, qui était devenu directeur de la fac de lettres, qui est un très grand universitaire, Alyosha Wadlazowski, qui est un ami qui m'est très cher. C'est un Polonais, non? Il est franco-polonais, ouais. Qui m'a confié des cours à la fac de lettres de Lille, et donc je me suis retrouvé à donner des cours magistraux de mythologie et de littérature, journalisme et littérature, donc des sujets très pointus, mais qui me passionnaient parce que j'avais cet effort intellectuel qui me permettait de rester stimulé, et j'ai toujours adoré ça, en fait. Et on va le retrouver à un moment donné dans tes spectacles. L'effort intellectuel? Non, je parle de... Je suis pas sûr. En tout cas... Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression... on en reparlera après. Mais un de tes spectacles... Laisse-moi voir. Oui, je vois. Tu vois de quoi je parle. Oui. Donc ne fais pas genre, je ne vois pas. Oui, à la table des dieux. Oui. N'est-ce pas? Mais ça, on en reparlera après. Ouais. Donc, en gros, tu galères quoi? La galère. La galère. La galère. Je tente la comédie parce que j'avais quand même des dispositions, donc je fais des cours de théâtre et j'embarque en cours d'impro. Je faisais marrer tout le monde et c'était à mes dépens. J'avais pas grand chose à faire et je me souviens des castings. C'est pas pour vanter, hein. Quand on dit ça en général, c'est qu'on se vante déjà, mais des directeurs casting. C'est pas moi qui l'ai dit. Oui, non, mais c'est toujours. Mais j'en ai rien fait, donc je peux le dire. C'est gratuit. Encore. Peut-être que ça viendra. Ouais, peut-être. Mais une scène où on devait passer devant un directeur de casting, une scène qui était censée être marrante, plusieurs candidats qui essayaient. J'avais débarqué, j'avais fait la scène, et malgré moi, en fait, c'était, je sais pas, dans mon expression corporelle ou dans ce que je communiquais, et les gens, j'avais suscité des éclats de rire, quoi. Alors que tu voulais pas faire rire. Si, je voulais faire rire, mais pas à ce point-là. Mais je forçais pas le trait. Ouais. Et la magie s'était produite instantanément. Et ce qui était marrant, c'était de voir tous les candidats avant moi se casser la gueule et pas avoir le vice comique, en fait. Et moi, il était sorti comme ça par magie, sans vraiment le contrôler. J'ai pas la prétention d'être comédien de métier, mais j'avais ça. Et ça m'avait vraiment plu. Et après, j'ai pas embrayé, on va dire. Ce qui m'embêtait, c'était, je comprenais pas comment ça marchait. Le circuit de comédien, les castings, tout le réseau que ça implique. Avoir un agent, passer... Mais t'étais passé par Ruquier, t'avais quand même un petit peu déjà... Oui, j'avais déjà un peu un réseau. Oui, c'est vrai. En fait, c'est là que j'aurais pu embrayer quand Ruquier m'avait proposé de faire On ne demande qu'à en rire. J'avais toutes les clés en main pour le faire. J'étais humoriste, chansonnier, j'avais mon petit nom dans le domaine de la chanson satirique. Je faisais mes cours de théâtre. Et c'est là peut-être que j'ai raté, j'aurais pu partir complètement ailleurs, en fait. On dirait que tu regrettes. On regrette toujours quand on a le potentiel de faire quelque chose, mais malheureusement la vie est courte. Mais t'avais le potentiel aussi de faire des claquettes. Voilà, c'est ça. Tu dis que tu savais pas comment faire et tout, mais les claquettes, je pense que tu savais encore moins comment... Ah, mais je sais encore moins. C'était une lubie. Faut vraiment se représenter la chose. J'ai des vidéos de moi en train de m'entraîner à l'époque. Même moi, si je voyais un jeune faire ce que je faisais à l'époque, je dirais, mais arrête. Enfin, oublie. Pour le coup, je dirais jamais ça à personne parce que je sais que tout est possible.
Mais objectivement, c'était pas possible. Et c'est l'époque aussi où je suscitais l'incompréhension générale. Parce que un rugbyman de bon niveau, hein, j'étais vraiment rugbyman façonné rugby, formé pour le rugby, quoi. Sciences Po et qui se lance comme ça du jour au lendemain dans une carrière de claquettiste sans aucune notion de danse, sans aucune notion de jazz. C'est-à-dire que Duke Ellington, tu m'aurais demandé qui c'était à 23, 24 ans, j'aurais été incapable de te répondre. Je savais pas qui c'était à 24 ans. Le jazz, pour, pour moi, par rapport à ma famille, c'était un truc un peu chiant, impossible. Donc je connaissais rien. Ni musicalement, j'avais aucun repère par rapport au répertoire claquette, quoi. Et quand les gens me voyaient m'entraîner, parce qu'après je suis allé m'entraîner au parc de Sceaux, je me souviens des hivers entiers où je passais sous la neige avec ma petite planche à m'entraîner dans le froid. L'été, c'était pas mieux parce qu'il y a les moustiques, donc je pouvais pas m'arrêter parce que sinon ils attaquaient. Et je passais vraiment pour un cinglé. Les gens qui me voyaient, c'est le mec qui s'entraîne en claquette. Donc le premier jour, c'est sympa, mais au bout d'une semaine, ils se disent mais le mec Ouais. Et je m'entraînais aussi sur mon balcon parce que j'avais gardé finalement cette habitude. Et les gens qui passaient dans la rue, ils voyaient juste ma tête dépasser. Ils voyaient tous les jours un mec sauter sur son balcon et ils se disaient mais pas l'approcher, lui, il est fou. Mais toi, tu te disais quoi dans ta tête? Bah, j'avais cette forme de sorte de folie qui est celle de croire qu'on peut tout faire, qu'on peut réussir à. C'est comme si demain je dis je deviendrai Horowitz. Ouais, bah commence par apprendre la gamme de Do, ce sera pas mal. Non mais t'inquiète, je vais y arriver. Et donc j'avais cette forme de folie. Ouais. Donc pour toi, de c'était feu sacré, je sais pas comment le dire. Ouais. En tout cas, toi, tu ne doutais pas que t'allais y arriver. C'est impossible de dire ça, puisque le doute, il est permanent. Et c'est ça qui crée le malaise, en fait. C'est ça qui crée l'angoisse. C'est, on se lance dans un truc, mais c'est tellement à des années-lumière de ce qu'on est, de ce qu'on exprime, ce qu'on dégage physiquement. Moi, dès que j'arrivais dans quelque part, les gens savaient que j'étais un rugbyman. Les gens savaient que j'étais du Nord, que j'étais pas parisien. On va dire l'accent il revient. Direct, non, mais dès que je parle du Nord, l'accent il revient. Mais j'avais pas du tout la gueule de l'emploi pour claquettiste. C'est une période longue, hein, jusqu'à la trentaine, hein, de beaucoup d'angoisse. Je faisais un truc sans vraiment savoir où ça allait me mener. Mais j'avais en même temps, c'est très ambigu. Hein, Parce que tu t'es donné 5 ans, à la base. Ouais, mais après, on se rend compte que c'est pas suffisant, 5 ans. Parce que quand on vise l'excellence, Savion Glover, ils ont commencé à 7-8 ans. Et je parle de la vraie excellence. C'est-à-dire que c'est pas juste avoir un bon niveau technique en claquette, parce que ça, tout le monde, c'est déjà difficile en soi. Mais parce qu'on se rend pas compte à quel point c'est difficile cette demande pour être vraiment claquettiste. Étant donné qu'il n'y a pas trop de cours, comment tu fais pour évoluer? T'as quoi? T'as des coachs? Comment tu passes des caps? Moi, c'est difficile parce que je suis autodidacte. Ouais, mais donc comment tu fais quand même pour passer à d'autres caps? Il y a jamais un moment où tu vas te demander à un prof ou à quelqu'un de t'aider à évoluer. Jamais. Par orgueil et aussi parce que je voulais pas reproduire le style de quelqu'un d'autre. Je voulais façonner mon propre vocabulaire parce que je venais de tellement loin par rapport à cette danse, même à la notion de danse, que je voulais assumer pleinement et fièrement le côté exotique de mon profil. Et donc, ça impliquait de ne demander conseil à personne, de faire mon chemin, éloigné de toute la communauté. Je fréquentais pas. Je me tenais éloigné parce que je voulais justement affronter cette difficulté, ce challenge qui est de faire quelque chose pour lequel on n'est pas fait, et enfin de l'affronter dans son extrémité, de prendre aucun raccourci. Et pour moi, aller prendre des cours avec un professeur et aller plus vite, ça aurait été prendre un raccourci. Et je voulais aller affronter la douleur, l'effort que c'est. Je parle de douleur parce que physiquement c'est une vraie douleur. L'effort que c'est d'apprendre tout sur le tas, comme un forçat en fait. Hein. Quelle que soit la discipline que tu fais, à un moment donné, tu t'inspires, tu prends, tu vois, ça te donne de la matière. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais apparemment, toi, c'était pas... J'ai fait que ça. Si, j'ai fait que imiter mes idoles. D'accord. C'est-à-dire que je regardais dans tout ce qui se passait. Moi, je suis de la génération YouTube. C'est les premières fois où on avait accès à des archives, des vidéos des années 30. Le monde des claquettes était accessible.
grâce à l'internet. Donc je fouillais dans mes DVD de Fred Astaire, etc. et je repérais des choses qui me plaisaient et je constituais comme ça, par petites pièces, par petits bouts, mon vocabulaire de pas. Enfin, j'essayais en tout cas parce que j'étais à des années-lumière de danser comme Fred Astaire. Mais voilà, par petits bouts, je me constituais mon propre vocabulaire en fait. C'est comme apprendre une langue en essayant d'imiter, en écoutant, en étant un peu sourd et muet, en dialogue pas avec les autres, mais en essayant de choper des phrases toutes faites, comment se construit le discours, et voilà. C'est comme ça que j'ai appris, quoi. Toi, tu as ta manière propre de faire des claquettes. Ben, c'est une manière qui est pleine d'influence. C'est-à-dire que j'ai rien inventé. J'ai inventé mes combinaisons, j'ai inventé des pas, et quand on improvise, on se surprend à créer des choses. Sur le moment, c'est toujours très grisant. Mais la danse que je pratique, elle a été façonnée par des générations de danseurs. On a parlé de l'histoire, mais des très grands danseurs, Bill Robinson, John Bubbles, avec toujours des styles très différents. Mais j'ai recueilli le fruit de toute cette, modestement, mais le fruit de toute cette histoire, et je m'en suis nourri. Et après, évidemment, on développe un style. C'est-à-dire qu'en fonction de son physique, surtout le tien atypique. Surtout le mien, de la force qu'on a, de l'endurance qu'on a aussi, et des modèles qu'on a en tête, ça joue beaucoup. Ben, on finit par développer un style, et en claquette, on parle aussi d'une signature rythmique, parce que on est capable. Moi, si j'écoute une vidéo d'un claquettiste, je suis capable de dire qui c'est, sans avoir l'image. Parce qu'il y a une signature rythmique chez les claquettistes, comme chez les percussionnistes. Donc c'est souvent les blind tests qu'on aime bien faire. Mais quand on a un certain niveau, on sait reconnaître la signature rythmique d'un tap dancer. Attends, alors là, j'ai besoin d'un petit peu de comprendre un peu mieux. Ça veut dire que t'as quand même un rythme qui va être donné, et ça, normalement, tu le reproduis. On est d'accord? Donne-moi un exemple. Donne-moi des exemples de personnes différentes dont la signature, tu vas la reconnaître. Elle va être plus comment? Si on parle que du rythme, ouais, donc que du son. Alors tu la reconnais d'abord pas que au rythme, ou tu reconnais aussi à autre chose? Si tu fais un blind test, c'est forcément que au rythme. Oui, alors il y a une chose qu'il faut savoir. Pour un tap dancer vraiment expérimenté, c'est-à-dire qui a consacré sa vie à ça, même quand on n'a pas l'image, quand on écoute un numéro de claquette, on devine les pas qui sont en train d'être faits. Parce qu'on a tellement intégré le son que produit le pied selon un certain angle, selon une certaine frappe, selon... il y a plein de nuances en fait, on se rend pas compte, c'est que deux fers. Mais les nuances sont infinies selon l'attaque, selon l'angle, il y a plein de choses. Et donc, quand on écoute une vidéo de claquettes, on mentalise le mouvement. On peut se figurer les pas qui sont en train d'être faits. Je dis pas à 100%, mais... T'as une idée. Ouais, on a une idée, il y a des séquences entières où on sait exactement, ok, je sais exactement, je sais ce qu'il fait avec ses pieds. Ça veut dire que c'est le son qui indique le mouvement, ou c'est le son qui indique le mouvement? Ou c'est l'inverse? T'es sûr que c'est forcément dans c'est le son qui indique le mouvement. Pour un tap dancer, pour un hoofer, parce que c'est dans la hiérarchie, on va dire, c'est... Justement, alors on en parlera après, mais le son, ça prend toute la place. Le mouvement, c'est un agrément. C'est ce qui va venir envelopper le son, c'est ce qui va lui donner du charme, c'est un petit peu l'artifice, le sparkles, comme on dit c'est pas mal, j'ai placé un mot. Merveilleux. En anglais, t'es bilingue, toi. Ma prof d'anglais, c'est mais pour moi, le mouvement, c'est ça. En fait, il y a plusieurs écoles. Voilà, mais c'est pour toi ou pour moi? Non, parce que là, les avis sont très partagés. On est d'accord. Il y a plein d'écoles en claquettes. Il y en a qui privilégient le mouvement. Il y a l'école de la comédie musicale qui est moins technique au niveau des pieds, mais qui est d'une exigence accrue sur les bras, parce que ça se danse en troupe. Donc, il y a rien qui dépasse. C'est une technique particulière. Donc, le rapport au mouvement, il dépend vraiment à quelle école on appartient dans le tap dance. Et quand on dit qu'on est danseur de claquettes, en fait, ça veut tout et rien dire. C'est comme dire, je suis pianiste. Il y a des pianistes classiques, il y a des pianistes de jazz, il y a des pianistes de bar.
Il y a des pianistes de camping aussi. Et dans ce métier, il y a beaucoup de danseurs claquettes. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai la prétention de croire, j'ai tellement donné, tellement transpiré, tellement souffert pour acquérir le niveau qu'est le mien aujourd'hui, et sans sacrifier sur la danse, c'est-à-dire, j'ai jamais voulu m'arrêter à juste la maîtrise des pas, la maîtrise technique, parce qu'on peut s'arrêter et c'est déjà un sacré accomplissement. Mais la vraie difficulté, c'est d'explorer toute l'intégralité de la danse, c'est-à-dire de chercher à être aussi bon dans le geste, dans l'expression, dans la danse, que dans le rythme. Et là, ça, c'est une difficulté. C'est comme si on voulait être au Tour de France à la fois maillot vert et maillot à pois. Et à un moment, non, tu peux pas. Ça dépend de ton physique et tu veux quoi si, il y a le dopage. Tu peux essayer. Alors les woofers, c'est un terme, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais il y avait à New York dans les années 20 un club qui s'appelait le Woofers Club, où se réunissaient les grands tap dancers de l'époque pour observer. Il y avait pas Internet, hein, pour observer un petit peu ce que faisait la concurrence, et ils se livraient à des challenges qui pouvaient durer des heures. Donc il y a toujours cette idée de compétition, de confrontation, et ça fait aussi partie de l'ego qu'il faut avoir pour être tap dancer. Les tap dancers en général, ils ont un très gros ego, et je pense que c'est indispensable pour faire ce métier-là, parce qu'il faut le faire pour briller et pour dépasser ses limites, quoi. Et donc, ils se livraient à des compétitions, et il y a beaucoup de tap dancers qui se sont révélés en étant admis à ce club, qui était un club un peu fermé, le club des Woofers. Et pour être admis en tant que Woofers, fallait faire ses preuves devant les anciens. Ça devait être des scènes géniales à l'époque. Moi, je rêverais d'y assister. Mais c'est véridique, il y avait un piano, il y avait le patron qui accompagnait, et puis ces tap dancers afro-américains qui se livraient à des battles, des battles, voilà. Et ils essayaient de récupérer les pas des autres, de les copier, de les imiter. C'est comme ça que la danse s'est façonnée aussi en grande partie. Et qu'elle évolue. Et ces tap dancers se considéraient comme des showmen d'abord, des entertainers, mais ils avaient une approche très musicale de la danse. Il y avait aussi le côté très sophistiqué. On pense aux Nicholas Brothers, et à l'époque, la gestuelle magnifique. Mais c'était pas académique, tout sauf académique. Donc, ils étaient dans cette approche musicale, et en fait, le terme est resté pour désigner les tap dancers qui sont des maîtres de l'improvisation, des musiciens danseurs, et non pas des danseurs musiciens. Enfin, on met l'accent davantage sur la capacité à s'exprimer par le rythme, par le son. On peut exprimer beaucoup de choses par le son. Enfin, il y a beaucoup de choses qui passent. C'est frontal, le tap dance. C'est pas. Alors, il y a les claquettes légères, très entertainment, mais il y a des claquettes qui peuvent être très profondes et qui peuvent vraiment prendre aux tripes. Et donc les woofers, c'est les danseurs qui font partie de cette tradition-là, danseurs percussionnistes, et qui cultivent un petit peu cette mythologie de club très fermé. Et en gros, on dit que pour être un woofer, il faut être adoubé par quelqu'un qui a été adoubé. Il y a une histoire de lignage, de cooptation, de filiation. Et en fait, maintenant, ça marche toujours un petit peu comme ça. C'est c'est dans l'implicite, mais entre woofers, on se reconnaît. Et quand un woofers commence à appeler un autre bro, parce que c'est essentiellement des Américains. Oui. C'est dans ces mentalités. C'est une mentalité américaine. Mais il y a une reconnaissance qui s'installe, qui est difficile à obtenir. Moi, je l'ai vécu. T'as été coopté par qui et comment ça s'est passé? J'ai été coopté par l'élève de Seven Glover, qui s'appelle Cartier Williams, qui m'a vu débuter comme un jeune ambitieux, mais qui était pas très doué, voilà. Mais on s'est liés d'amitié, et donc lui, il est vraiment de cette histoire, de cette génération. Il a connu tous les Gregory Hines, les Lon Chaney, et petit à petit, on a commencé à performer ensemble, etc. Et j'ai senti que ces derniers temps, c'est une histoire très récente, hein, mais que j'avais obtenu en fait l'adhésion au club, quoi. Ouais. Et avec d'autres woofers aussi, ça s'est passé comme ça, qui font partie de cet entourage. Omar Edwards, des gens que j'admire beaucoup, Danny Nielsen, ou même Josh, mon ami Josh de Harlem,
Lui, il est très proche de Seven Glover, il travaille avec lui. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis, mon entourage de tap dancers, ce sont que des gens qui gravitent autour de Seven Glover, qui représentent un petit peu ce grand, le grand grand Manitou. maître, voilà, grand Manitou de ce club qui n'existe maintenant que virtuellement ou dans l'esprit, mais qui existe dans le non-dit, enfin dans l'implicite, mais qui est toujours là, voilà. Et quand tu adhères, on te le dit, enfin en gros, bienvenue au club, ou comment ça se passe? Pour moi, c'est un sentiment. C'est un sentiment de plénitude. Parce que être woofer, c'est être capable d'exprimer la musique qu'on a en tête instantanément. Et c'est extrêmement difficile d'arriver à ce niveau-là. Extrêmement difficile. C'est-à-dire de créer un lien instantané entre la pensée du musicien et l'exécution du danseur. En rajoutant la difficulté du mouvement. Parce que c'est là que ça intervient. Parce que c'est évidemment faire des claquettes avec le nez dans les pieds, c'est possible, mais à un moment, le public aussi, il a besoin d'autre chose. Donc, il y a ces 3 difficultés. Être batteur de jazz, parce que c'est quand même le vocabulaire de base. Être percussionniste avec ses pieds, donc dans un rapport physique, le rapport physique de la danse qui est violent, qui tape contre le sol, et léger à la fois. C'est plein de contradictions. Ouais, c'est ça. Et dans les deux. L'enveloppe qui demande un travail aussi, tout aussi important, de ce qu'on appelle la grâce, qui est un petit peu le résultat final de tout ça, l'emballage, mais qui est aussi une dimension non négligeable. Et quand on arrive, alors je dis non négligeable, mais elle vient en dernier, parce que des fois on peut rentrer dans de tels états de transe, comme on a dit, que finalement le mouvement, même sans le contrôler, il va être harmonieux. Bah voilà, oui. de lui-même exprimer quelque chose de très sacré, parce que c'est ce qui sort spontanément du son qu'on a en tête. Enfin, c'est une sorte de fusion très intense, un magma là qui s'exprime visuellement en dernier lieu, mais d'abord acoustiquement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça commence par la terre, ça monte et ça commence par l'esprit, parce que tout ce qu'on fait, c'est ça la définition pour moi d'être un hoofer. Tu redis le mot en anglais, vas-y. Un hoofer. Ouais, voilà. Tu sens que tu l'as bossé. Ça a son charme de pratiquer un art américain, parce que ça a toujours la classe. Ouais, c'est ça. Hein, voilà. C'est pas si on dit musette, c'est sympa aussi, mais ça envoie moins de swag. C'est moins exotique. C'est moins swag, comme on dit. Voilà, c'est ça. Donc, woofer, c'est ça. Donc tu disais que ça commençait par l'esprit. Ça commence par ce qu'on a en tête, la musique qu'on a en tête. Et déjà, pour avoir une musique en tête, faut déjà avoir un sacré bagage. Et il n'y a pas beaucoup de musiciens, en fait, chez les tap dancers. C'est là qu'on arrive à, on va dire, le haut du panier, quand on rencontre, et ce sont toujours des personnalités extrêmement riches, parce que déjà, pour être arrivé il faut avoir beaucoup intériorisé la musique, il faut avoir développé cette approche de musicien, et il faut avoir en même temps eu la rigueur et la discipline qui est celle d'un danseur. En général, c'est les personnalités donc qui appartiennent à ce club-là, hein, mais il n'y a pas de liste, mais on sait les reconnaître. C'est toujours des personnalités extrêmement fortes. Alors il y en a même en France, pas beaucoup, hein, mais ils sont principalement aux États-Unis. En France, il y a une danseuse qui s'appelle Roxanne Butterfly qui a appartenu à ce club-là, mais vraiment on les compte sur les doigts de la main, quoi. C'est un club très fermé. Oui, où finalement il y a aussi beaucoup d'hommes quelque part. C'est un milieu très masculin, et c'est pour ça que les femmes ont eu d'autant plus de mérite. J'ai cité Roxanne Butterfly, et ça a été une des premières à assumer le fait d'être elle-même une improvisatrice dans un contexte qui était extrêmement masculin. Parce que oui, c'est une histoire qui s'est façonnée autour des hommes principalement, même les femmes dans les comédies musicales, même si on sort un peu du contexte des woofers, mais elles avaient toujours un second rôle. Les grandes figures du tap dance, historiquement, ça a toujours été des hommes. Sauf depuis les années 2000, en fait. Ça a changé. Et aujourd'hui, c'est plutôt des femmes. Ah. Ça s'est complètement féminisé. Déjà, dans les cours, c'est une majorité de femmes, et ça, je pense que ça a toujours été le cas. Et dans les musiciennes, les danseuses, hein, moi, les deux sont liés. Sont liés pour moi.
beaucoup de femmes aujourd'hui qui représentent la discipline et qui sont des ambassadrices et qui sont dans un rapport fidèle à la tradition de la danse. Donc, fidèles tout en étant modernes. Oui, elles sont bien sûr fidèles parce qu'elles vénèrent cette histoire, cet héritage, aussi bien pour son aspect politique, parce que tu as bien compris qu'il y avait une histoire raciale dans cette histoire du tap dance, qui est aussi liée à cette notion de liberté, d'affranchissement et qui se retrouve dans la façon de danser aussi. Danser le tap dance, c'est une forme de libération. Moi, je le ressens comme ça aussi. C'est vraiment un sentiment sincère, quoi. Donc, elles sont fidèles à cette histoire, à cet héritage politique aussi. Politique parce que elles ont contribué à féminiser une danse qui était essentiellement masculine. Donc voilà, c'est un art qui évolue beaucoup, mais qui garde, et je pense que c'est l'essentiel, qui garde un seuil d'exigence, bon c'est le cas des autres danses aussi, extrêmement fort. Et je pense que c'est ça qui préservera l'essence de la discipline, parce que je pense que cette danse va se démocratiser, elle va faire de plus en plus d'adeptes, en tout cas j'espère. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Parce que comme c'est une danse qui se danse sur toutes les musiques, qui est sympa parce que revient un son immédiatement, il y a un peu de danse, mais c'est pas l'exigence au départ, c'est très libre. Moi, je demande toujours aux élèves d'être complètement détendus pour danser les claquettes. Donc, il n'y a pas du tout de rapport, cette astreinte-là au niveau de la tenue, du porté. Il n'y a pas le rapport violent au sol. Donc, tout le monde peut commencer à pratiquer. Il n'y a pas le côté, les danseurs de hip-hop là qui peuvent se blesser. Bon, là, c'est tranquille, c'est détendu, c'est de la musique swing, etc. Donc, il y a un côté démocratique, accessible, et qui peut en plus être enrichi de musique actuelle. Donc, je pense que c'est une danse qui a toutes les armes en main, en quelque sorte, tous les atouts pour devenir de plus en plus populaire. Est-ce que tu le vois quand même, ça ? L'impression. Parce que les claquettes, j'en connais pas dans mon entourage, tu vois. C'est à la marge, hein, mais j'ai l'impression que ça grandit. Ça grandit. Alors en France, la France c'est pas un bon exemple parce que dès qu'on parle claquettes, c'est. Mais dans les autres pays, parce que moi je voyage, je donne des cours à l'étranger. J'étais au Brésil, il y a toute une jeunesse. Ils adorent le tap dance et je pense aux États-Unis aussi. Il y a toujours eu beaucoup de pratiquants. Ça continue à grandir. On voit dans le nombre de festivals, il y a de plus en plus de festivals. Il y a un réseau maintenant qui. Et là, il va y en avoir un bientôt là, en avril. Oui, mais alors c'est pas moi qui l'organise. Pourquoi ? Parce que t'en organises toi des fois ? Moi, j'organise des stages. D'accord. Voilà, mais il y a aussi des festivals, c'est pas pareil du coup. Il y a des festivals, ouais. Il y en a à la Bellevilloise bientôt. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait partie de tous ces festivals qui sont en train d'émerger en fait. S'il y a un festival, c'est qu'il y a forcément un marché. Il y a toujours une idée de business derrière. Donc, je pense que c'est une danse qui sera jamais tendance parce qu'il y a cette difficulté, je pense. C'est pas donné à tout le monde comprendre le langage musical. C'est complexe. Mais je dissocie en fait le côté court et démocratique et du côté, j'ai envie de dire, sacré dans mon rapport au tap dance, le côté hoofer. Et là, vraiment, pour atteindre ce niveau, c'est pas une affaire de je pratique le tap dance, je fais du tap dance, je suis danseur de claquettes. Là, on est bien au-delà de ça. C'est une question de sacrifice et aussi, il est question d'épouser vraiment cette mentalité, cette notion de liberté, cette notion de ténacité dans l'effort et ce côté, oui, voilà, complètement libre, fier aussi, qui fait partie de la psychologie du tap dancer. Donc je distingue vraiment les deux, le côté professionnel, on va dire, mais sacré. En quoi est-ce que c'est sacré, du coup ? Qu'est-ce que ça implique pour toi ? Qu'est-ce que tu y mets dedans ? Sacré parce que déjà, à travers les pas qu'on fait, il y a l'âme de tous ceux qui nous ont précédés et qui appartiennent à ce club très fermé, et pas forcément les hauts-fins, mais tous les grands claquettistes qui ont contribué et qui ont forcément donné du sang et des larmes pour pouvoir atteindre le niveau qu'est là. Donc, il y a ça qui passe quand on atteint ce niveau-là. Donc, il y a un rapport sacré à cette histoire et il y a un lien spirituel, en fait, avec cette tradition, avec cet héritage. Et c'est essentiel quand on se considère hoofer de respecter ça dignement, voilà. Et il reste sacré parce que, encore une fois, c'est tellement, je le ressens comme ça, c'est tellement d'efforts, tellement de sacrifices que c'est quelque chose, en tout cas pour moi, qui m'appartient et que personne peut m'enlever. C'est-à-dire que même sans chaussures, et des spectacles, je danse sans chaussures de claquettes, comme à la table des dieux,
Et c'est vraiment pour manifester ça. C'est-à-dire que j'ai un pouvoir surnaturel, un pouvoir qui m'habite complètement, parce que c'est la musique, parce que c'est la danse, et que personne ne peut me retirer, quelles que soient les circonstances. C'est le pouvoir de m'exprimer à travers l'intégralité de tout mon être, parce que, encore une fois, ça passe par la musique, ça passe par la danse. Donc je vois pas comment on peut trouver de danse qui soit plus exaltante, dans le sens où il y a tous les sens qui passent en même temps. Donc c'est ça le côté sacré. C'est le côté voilà, l'expression en direct d'une personnalité par l'abstrait. C'est pas le langage. C'est un langage musical, spirituel, abstrait. Donc c'est là on touche à l'art. Donc c'est ça que je considère comme sacré. Et aujourd'hui, donc pour faire le lien avec le spectacle dont tu parlais, parce que je suis pas tout seul, faut pas croire. Je sais bien. Il est pas en solo, mais j'ai la chance de toucher aussi à des sentiments, pianistes notamment, ouais. Des sentiments merveilleux de connivence intellectuelle, parce que je pense que le sentiment que j'exprime là, quand je parle de cette chose sacrée, d'autres artistes, d'autres disciplines peuvent le ressentir aussi, sous d'autres formes. Mais je découvre, en collaborant avec des musiciens extraordinaires, cette connivence, ce côté spirituel, mental et quasiment religieux ou même amoureux, on pourrait dire, de deux esprits qui se rencontrent et qui jubilent ensemble dans la musique, donc par l'esprit en fait. Et ça c'est des sentiments c'est vraiment l'extase, quoi. C'est génial ça. Et c'est comme ça que donc tu as créé ton premier, parce que avant de parler de ton premier spectacle, j'aimerais quand même boucler la boucle entre cette période où tu galères avec tes raviolis, quand même, hein? Bien retenu. Les raviolis. L'image était bonne. Et le moment où effectivement tu galères et tu te dis bon, tout le monde te prend pour un fou finalement, hein? On est d'accord? Quand est-ce que ça bascule et pour finalement arriver au woofer, parce que là il y a quand même un gap. Il y a pas vraiment eu de bascule, mais il y a eu des moments. Le premier moment, ça a été mon solo au Théâtre du Châtelet. Et c'était la première fois que, dans l'histoire du Théâtre du Châtelet, qu'il y avait un solo de claquettes. 2021, c'est ça, hein? 2022, ouais. 6 février 2022. Et c'est sur cette annonce que se referme ce deuxième épisode. Le Châtelet, une proposition inattendue et vertigineuse, dansée sur l'une des plus grandes scènes parisiennes. Dans le prochain épisode, Aurélien va nous raconter ce moment de bascule, la peur de ne pas être à la hauteur, mais aussi la préparation et cette première qui marquera le début d'une reconnaissance plus large et d'une nouvelle étape dans son parcours d'artiste. Si ce podcast vous plaît, si ces récits vous accompagnent et vous inspirent, pensez à laisser 5 étoiles, un commentaire ou à le partager. C'est ce qui m'aide à continuer à faire vivre l'essence de la danse. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.